Cette capsule vidéo complète votre support de cours et notamment la partie interprétation et modélisation microscopique d'un acte élémentaire et vous aidera à mieux comprendre le vocabulaire et les nouvelles notions introduites comme la surface d'énergie potentielle, le complexe activé, l'état de transition, la coordonnée réactionnelle et le profil réactionnel. Nous allons commencer par étudier un acte élémentaire très simple où la molécule d'iodure d'hydrogène Hi rencontre un atome de chlore pour former la molécule de chlorure d'hydrogène HCl et libérer un atome d'iode. Cette réaction met en jeu uniquement deux molécules. On dit que sa molécularité est égale à 2 et donc on va considérer que ça peut être un acte élémentaire, c'est-à-dire que cette équation reproduit exactement ce qu'il se passe à l'échelle des molécules. Le système qui nous intéresse ici est constitué de trois atomes, l'atome d'iode, l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore. Et ceux-ci, au cours de la réaction, au cours de l'acte élémentaire, vont se réarranger et leur énergie vont donc varier. Dans le cas le plus général, si on étudie ce système ici, avec l'iode et l'hydrogène qui sont liés, donc avec une distance D1 qui va correspondre à la longueur de la liaison iode-hydrogène, revoyez à cet effet votre cours sur la liaison covalente, et puis l'atome de chlore qui n'est pas lié dans un premier temps à cette molécule, donc il se trouve à une distance D2 mesurée par rapport à l'atome d'hydrogène relativement grande. Et pour finir de décrire la position des atomes les uns par rapport aux autres, il faut également introduire l'angle θ ici. Donc ce choix de trois coordonnées, D1, D2 et θ, permet de décrire complètement la position des atomes. Bien sûr, on aurait pu choisir de définir différemment les distances, mais on se retrouve toujours à définir trois paramètres géométriques pour décrire la position des atomes. Et donc l'énergie potentielle du système, c'est une énergie potentielle parce qu'elle est liée aux interactions entre les atomes. Cette énergie potentielle va être fonction de ces trois paramètres géométriques. Or, ça n'est pas possible de représenter simplement une fonction de trois paramètres. Donc pour plus de simplicité, on va se restreindre au cas où les trois atomes sont alignés, c'est-à-dire que l'on fixe l'angle θ égal à 180 degrés. Donc, vous avez ici représenté l'état initial à nouveau avec la molécule d'iodure d'hydrogène, l'atome de chlore, les distances D1 et D2, et l'état final de la réaction correspond à un atome d'iode qui s'est éloigné et la molécule de HCl ici qui est formée. Donc la distance D1 va augmenter, la distance D2 va diminuer. Et donc maintenant pour étudier ce système ICLH de trois atomes, deux paramètres géométriques vont suffire, les distances D1 et les distances D2. Donc l'énergie potentielle est maintenant fonction de ces deux paramètres puisque θ a été fixé. Donc maintenant, comment représenter l'énergie potentielle en fonction de D1 et de D2? On a donc ici une fonction de deux paramètres et donc vous avez l'habitude de représenter une fonction d'un paramètre où la valeur de la fonction est en ordonnée et le paramètre est en abscisse. Par exemple, f de x en fonction de x. Et donc ici, on a l'énergie potentielle en fonction de D1 et de D2. Donc il va nous falloir maintenant trois axes, un axe pour D1, un axe pour D2 et un axe pour l'énergie potentielle. Donc on va avoir une représentation en trois dimensions. En utilisant par exemple les coordonnées cartésiennes que vous connaissez bien, on a donc trois axes, x, y et z. Et donc on va utiliser un des axes ici qu'on va prendre pour la distance D1, un deuxième axe où on va reporter la distance D2, et donc pour un point ici avec D1 et D2 fixés, ça va correspondre à un état du système, à une distance entre les atomes d'iode, d'hydrogène et de chlore, et donc on va reporter un point M qui aura pour ordonnée l'énergie potentielle du système. Donc un point M de l'espace, ici, a pour coordonnées D1, D2 et l'énergie potentielle, donc un point M, représente le système. Et donc quand D1 et D2
vont varier. On va avoir le point M qui va se déplacer dans l'espace, éventuellement en changeant d'énergie potentielle, donc c'est-à-dire en changeant d'altitude ici selon la position des trois atomes les uns par rapport aux autres. Et donc on va obtenir ainsi, non pas une courbe, comme on avait en 2 dimensions, mais puisqu'on est maintenant en 3 dimensions, on va obtenir une surface d'énergie potentielle, un petit peu comme une montagne ici, où chaque point ici de la surface représente, s'il est plus élevé, une énergie potentielle plus haute, s'il est plus bas, une énergie potentielle plus basse, et donc quand on fait varier D1 et D2, on se déplace ici sur cette surface. D'accord? Donc on va ainsi obtenir cette surface d'énergie potentielle ici pour notre système IH et Cl. Donc vous avez ici, alors un petit peu contrairement à ce que j'ai dessiné tout à l'heure, D1 et puis ici vous allez avoir la distance D2 et l'énergie potentielle qu'on retrouve sur nos trois axes. Si on regarde ici pour une distance D2, donc ici c'est la distance D2 qui est relativement grande et on fait varier uniquement D1. La forme que vous retrouvez ici, sur cette coupe qu'on a ici, doit vous rappeler ce qu'on a déjà vu ici comme allure pour une courbe où l'énergie potentielle dépend uniquement de D1. Donc D1, c'est la distance entre I et H. Ça doit vous rappeler l'allure de la courbe pour l'énergie potentielle d'interaction entre deux atomes, où lorsque les atomes sont très éloignés, on prend comme référence une énergie potentielle à l'infini qu'on avait choisi nulle, mais ici, le zéro n'est pas forcément reporté sur cette courbe. Et puis lorsque les atomes se rapprochent, ils vont interagir et donc cette interaction est stabilisante, mais si on les rapproche trop les uns des autres, l'énergie potentielle réaugmente parce qu'il y a non-interpénétrabilité des noyaux atomiques des noyaux atomiques, oui, à courte distance. Le minimum ici de cette courbe correspond à la longueur de la liaison. Donc ici, cette distance D1E à l'équilibre correspond à la distance d'équilibre de la liaison covalente iode-hydrogène. Donc ici, à ce point-là, qui est un minimum d'énergie potentielle localement, on a la molécule de HI qui est formée et le chlore qui est relativement loin. Vous avez exactement la même forme ici, symétriquement, mais cette fois-ci, c'est pour D1 qui est grand en faisant varier D2. Et donc, ce minimum ici va correspondre à la formation de la molécule de HCl. Et entre les deux, si vous rapprochez l'atome d'iode et l'atome d'hydrogène en faisant diminuer la distance D1 et en faisant diminuer la distance D2, donc que vous rapprochez également le chlore, vous voyez que ici, l'énergie augmente. Donc sur cette surface d'énergie potentielle, la surface d'énergie potentielle est dessinée en bleu ici, vous avez des courbes en noir qui sont des courbes de niveau. C'est-à-dire que on relie ensemble les points qui ont la même énergie potentielle pour nous permettre de mieux visualiser la forme de la surface. Donc ici, on était à un minimum d'énergie potentielle. Ici, on a des points d'énergie potentielle plus élevés, puis ici, de plus en plus élevés, jusqu'au moment où on arrive ici à un maximum local. Ce n'est pas un maximum absolu, puisque l'énergie potentielle réaugmente sur les côtés, mais ce point ici, c'est un point particulier dont on va reparler par la suite. Donc ça correspond en fait à un col. C'est exactement la même chose que ici, vous avez deux montagnes, vous avez une vallée, et si vous voulez passer dans la vallée voisine, vous allez suivre un chemin ici qui va vous permettre de monter jusqu'au col et puis de passer de l'autre côté dans la vallée voisine. Et donc ici, on a exactement la même chose. On dit qu'on a ici la vallée dans laquelle on a la molécule de HI qui est formée. Ça sera donc ici la vallée des réactifs. Et au contraire, de l'autre côté, cette autre vallée ici va correspondre, celle qui se trouve ici,
va correspondre à la formation de la molécule de HCl qui est notre produit. Donc, cette deuxième vallée ici va être la vallée des produits. On a donc, lors de la réaction, à passer de la vallée des réactifs, ici, où la molécule de HI était formée, à la vallée des produits, où on obtient la molécule de HCl. Et donc, exactement comme en montagne, pour passer d'une vallée à une autre, on passe ici par un point qui s'appelle le col. Donc, on retrouve ici, sur ce chemin, le passage d'une vallée à une autre, donc de notre vallée des réactifs ici, passage par un col, et de l'autre côté, on redescend dans la vallée des produits. Le chemin ici qui demande le moins d'énergie pour passer de l'un à l'autre s'appelle le chemin réactionnel. Pareil, sur ce schéma ici, vous retrouvez ces idées ici, la vallée des réactifs, la vallée des produits qui est de l'autre côté, et lorsqu'on passe de la vallée des réactifs à la vallée des produits en suivant le chemin de moindre énergie, ici, on suit ce qu'on appelle le chemin réactionnel. Des deux côtés, ici, il y a des régions hautes en énergie, où si la molécule a beaucoup d'énergie, elle peut aller explorer cette région avant de redescendre dans la vallée des produits. Exactement comme un randonneur qui aurait beaucoup d'énergie et envie de passer par le sommet avant de redescendre dans la vallée des produits, mais le chemin de plus faible énergie, qui demande le moins d'énergie pour passer d'une vallée à l'autre, pour les randonneurs les plus flemmards, c'est ce chemin réactionnel ici qu'on trace. Donc ici, on choisit d'étudier ce chemin de moindre énergie, mais certaines molécules vont bien sûr prendre d'autres chemins pour passer de l'un à l'autre si elles ont davantage d'énergie pour passer de la vallée des réactifs à la vallée des produits. Et donc le col ici va porter un nom, va s'appeler l'état de transition. On l'appellera aussi complexe activé. C'est donc ici, lorsque l'on suit ce chemin réactionnel, le point de plus haute énergie si on a suivi le chemin réactionnel. Il y a sur le côté d'autres points de plus haute énergie, donc on dit que c'est un maximum local ou on dit que c'est un point sel, parce que vous voyez que ici c'est un maximum, mais selon cette pente ici, c'est un minimum. Donc c'est un point sel, vous pouvez reconnaître légèrement, pour ceux qui font de l'équitation, la forme d'une selle de cheval. Donc ce point sel s'appelle l'état de transition. Je vous ai parlé tout à l'heure des courbes de niveau, ici, ces courbes de niveau qui nous représentent des points d'altitude identiques, régulièrement espacés. Vous les retrouvez ici sur cette figure. Et ça correspond à ce qu'on représente ici sur des cartes topologiques. Lorsque vous avez des cartes, pour ceux qui font de la randonnée, vous avez déjà utilisé ce genre de carte. Vous avez ici représenté en 2 dimensions les courbes, ici en marron clair, qui sont aussi des lignes de niveau. Et donc, vous voyez, par exemple, ces lignes de niveau sont écartées d'une altitude régulière. Et donc, lorsque vous suivez une ligne de niveau, vous êtes à une certaine altitude qui est indiquée ici. Alors, ici, 403, c'est le point maximum. La ligne autour doit être la ligne à 400 mètres d'altitude. Puis, vous aurez ici la ligne à 380 mètres. Ici, vous aurez un point à 387 mètres. Donc, ça veut dire qu'ici, on remonte légèrement, etc. Et donc ici, ces courbes indiquent que l'on descend régulièrement. Si les lignes sont très rapprochées, c'est que l'on descend vite. Si les lignes sont plus éloignées, comme ici, c'est qu'on descend en pente plus douce. Et donc, on peut faire exactement la même chose sur nos courbes de niveau. Ici, vous avez la surface ici d'énergie potentielle qui est dessinée, qui est représentée, et on peut la projeter en dessous en 2 dimensions pour avoir les lignes de niveau. Et donc, on va avoir ici
La vallée, alors sur celle-ci, les réactifs sont ici et les produits sont ici, avec le chemin réactionnel en rouge, le passage par l'état de transition, et puis on redescend dans la vallée des produits. Et donc, la vallée des réactifs ici va correspondre à un minimum d'énergie potentielle. Donc, quand on quitte cette vallée, eh bien, on monte, donc on a ici des courbes fermées qui vont indiquer que l'altitude augmente, jusqu'au moment où on arrive ici à l'état de transition, et puis ici, on redescend dans la vallée des produits. Donc, on peut passer de cette représentation en haut à 3 dimensions à une représentation ici à 2 dimensions sur laquelle on va pouvoir voir ici notre chemin réactionnel. D'accord ? Et donc ici, sur la courbe de tout à l'heure, sur la figure de tout à l'heure, on peut également aussi la projeter ici à 2 dimensions. Donc vous retrouvez ici la vallée des réactifs, la vallée des produits et donc le chemin réactionnel qui permet de passer de l'un à l'autre. Avec ici votre état de transition. Donc on peut indiquer ici l'état de transition. Cet état de transition, il est haut en énergie, c'est un état transitoire sur lequel on ne peut pas s'arrêter. Pareil, je vous ai déjà donné comme exemple le fait de jouer aux billes. Imaginez que vous avez ici une surface où vous avez une vallée, donc un creux dans votre surface. Ici, vous avez une montée, une butte, et puis on redescend dans un autre creux. Si votre système est ici dans la vallée des réactifs, vous allez lui donner une pichenette pour le faire passer jusqu'à la vallée des produits, c'est-à-dire que vous allez lui donner une énergie suffisante pour pouvoir passer ici la butte et redescendre dans la vallée, dans le creux suivant. Mais autant votre bille, votre système peut s'arrêter et être stable dans la vallée des réactifs, dans le creux des réactifs, elle peut aussi s'arrêter dans le creux suivant des produits, mais normalement, elle ne s'arrête pas en haut de la butte, elle redescend de l'autre côté. Donc, on passe transitoirement dans l'état de transition et on ne s'y arrête pas, contrairement aux réactifs et aux produits. Donc, c'est pour ça que c'est un état haut en énergie et qu'on met ce petit dièse qui l'indique ici. Il reste une dernière notion à définir, c'est la notion ici de coordonnées réactionnelles. La coordonnée réactionnelle, ça va être le chemin mesuré le long de ce chemin réactionnel. On appelle ça l'abscisse curviligne. Pour les randonneurs de tout à l'heure dans la montagne, c'est un peu comme s'ils comptaient leur nombre de pas. Ils comptent leur nombre de pas le long du chemin. Donc vous voyez, c'est pas une abscisse ou une ordonnée au sens cartésien de tout à l'heure, c'est une abscisse curviligne, c'est-à-dire compter le long de la courbe. Cette abscisse curviligne, on la note coordonnée réactionnelle. Et donc maintenant, on va tracer le profil réactionnel, c'est-à-dire le chemin suivi, ici le chemin réactionnel, en fonction de cette coordonnée réactionnelle. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le profil réactionnel. Donc le profil réactionnel, représenté ici, vous permet de retrouver votre vallée des réactifs. Ici, ce qui est en bleu, c'est exactement le profil le long de la courbe qu'on avait dessiné en bleu, donc le long du chemin réactionnel. On part de la vallée des réactifs, on arrive dans la vallée des produits. Vous avez en ordonnée l'énergie potentielle et vous avez en abscisse cette fameuse coordonnée réactionnelle, c'est-à-dire le chemin parcouru, l'abscisse curviligne parcourue le long du chemin réactionnel. Cette coordonnée réactionnelle, c'est une combinaison des distances et des paramètres qu'on a définis, des distances D1 et des distances D2. Mais vous avez bien vu que le long du chemin réactionnel, si je reviens sur la diapositive précédente, lorsque vous êtes en train de vous déplacer le long du chemin réactionnel ici, vous avez simultanément D2 qui diminue et D1 qui augmente. C'est-à-dire que du point de vue des atomes, en même temps que le chlore va s'approcher, l'iode va commencer à s'éloigner de l'hydrogène. Il n'y a pas d'abord l'hydrogène qui s'en va, parce que l'iode qui s'en va, si l'iode s'en allait sans que le chlore s'approche,
Ça veut dire qu'on ferait varier uniquement D1, on passerait par un chemin ici qui nous fait monter très haut en énergie. Ça, c'est le randonneur qui a plein d'énergie, qui passe par le sommet avant de redescendre. Ça correspond à éloigner l'iode, puis seulement après approcher le chlore. Vous voyez que ça demande beaucoup plus d'énergie que de faire simultanément, de façon concertée, le départ de l'iode et l'approche du chlore. Les deux se font en même temps. Donc, les deux paramètres D1 et D2 varient en même temps, et donc cette coordonnée réactionnelle ne varie pas simplement, ne s'exprime pas simplement en fonction de D1 et D2. Donc, on note juste coordonnée réactionnelle et on n'explicite pas ce à quoi elle correspond. Vous retrouvez ici votre vallée des réactifs, ici la vallée des produits, et le fait qu'on soit passé par le col, qui était un maximum le long du chemin réactionnel, avant de redescendre dans la vallée des produits. Ici, les réactifs sont légèrement plus hauts en énergie que les produits. Ça veut dire que globalement, au cours de la réaction, on a perdu de l'énergie. Cette énergie va être libérée et donc la réaction ici est exoénergétique. Par contre, ce qui va nous intéresser du point de vue de la cinétique, c'est de savoir si la réaction va se faire facilement ou difficilement. Et cela va dépendre de l'altitude du col qu'il faut passer. Toujours l'analogie avec les randonneurs. Si votre col n'est pas très élevé en altitude, ça sera facile, ça vous demandera peu d'énergie pour faire votre randonnée, alors que s'il faut monter beaucoup, ça vous demandera beaucoup plus d'énergie. Cette énergie, l'énergie qui nous reflète si la réaction est facile ou difficile, c'est donc la différence d'énergie entre les réactifs et l'état de transition. Et c'est ce qu'on va noter, donc l'énergie d'activation. Nous avons donc vu à quoi correspondait le tracé de la surface d'énergie potentielle, ce que c'était que l'état de transition appelé aussi complexe activé, comment définir la coordonnée réactionnelle et à quoi correspondait le tracé du profil réactionnel. Vous retrouverez toutes ces notions dans le support de cours et ce diaporama dans la Dropbox de la classe.